Connaissez-vous le Père-Lachaise ? Si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il a été donné au cimetière le plus visité au monde, qui est aussi le plus grand de Paris. On y trouve aujourd'hui 70 000 tombes, le seul crématorium de la ville, 5 300 arbres, une centaine de chats et 3,5 millions de visiteurs chaque année. Au XVIIIe siècle, cette colline des faubourgs au nord-est de Paris appartient aux jésuites. Le prêtre et confesseur du roi, François d'Aix de Lachaise, profite de la maison qui y est construite. Après lui, elle est vendue, revendue, et finalement, en 1803, la préfecture s'en empare. Illico, elle transforme le terrain en cimetière de l'Est. Un nom vite oublié, car c'est le surnom du prêtre jésuite qu'on préfère utiliser, le Père-Lachaise. La notoriété arrive lentement. La première année, il n'y a que 13 tombes, et seulement 2000 10 ans après. Ce qui est quand même très peu pour une ville aussi peuplée que Paris. Il faut dire que les 700 000 habitants à l'époque répugnaient à aller se faire enterrer dans ce quartier populaire, pauvre et dans les hauteurs en dehors de la capitale. Alors, pour faire un coup de pub, le préfet de Paris organise le transfert des dépouilles de Molière et La Fontaine, depuis 2 cimetières qui viennent d'être détruits. Il faut croire que c'est prestigieux de reposer à côté d'une célébrité, car les sépultures s'y multiplient et le cimetière s'agrandit de 17 à 43 hectares. Peu à peu, ce cimetière devient aussi un espace politique. La liberté de réunion n'existait pas comme aujourd'hui. Alors les enterrements au Père-Lachaise sont l'occasion de se rassembler avec d'autres qui ont les mêmes convictions. Le Père-Lachaise devient un vrai symbole en 1871, à la fin de la Commune de Paris. Vous savez, juste après la guerre entre la Prusse et la France de Napoléon III, les survivants du siège de Paris décident de ne pas capituler et se soulèvent quand le gouvernement veut les désarmer. Lors de la semaine sanglante, les troupes du gouvernement massacrent les partisans de la Commune, les fédérés. Et c'est le Père-Lachaise qui emporte les stigmates, le mur des fédérés où 147 communards sont fusillés. Le président Adolphe Thiers en subit encore le ressentiment un siècle plus tard. Son imposant tombeau au Père-Lachaise est plastiqué lors de l'anniversaire de la Commune. Aujourd'hui, de nombreux visiteurs viennent se recueillir devant ce mur. Mais pas uniquement. On vient aussi au Père-Lachaise se balader, lire et flâner, car c'est un des plus grands espaces verts de la capitale. Depuis les années 90, le cimetière est même classé monument historique à cause de la profusion de sculptures et d'architecture funéraire. Des caveaux familiaux qui sont de véritables chapelles privées, des tombeaux antiques, mais aussi des obélisques, colonnades, pyramides, dolmens, etc. Pour s'y retrouver, le mieux, c'est d'avoir un plan, parce que pas moins de 1400 célébrités d'hier et d'aujourd'hui ont choisi de finir au Père-Lachaise. Chopin, Balzac, Proust, Delacroix, Lacalas, Piaf. Et certains font même l'objet d'un culte particulier avec leur propre rite. Regardez, autour de la tombe de Jim Morrison, le chanteur des Doors, on trouve des fleurs, des portraits du jeune éphèbe et plein de chewing-gum mâchés. Avant, c'était des mégots et des bouteilles vides. La tombe a même été un temps surveillée par une caméra pour dissuader les admirateurs de partir avec le buste de Jim Morrison. Ça n'aura pas suffi. Le monument du dandy Oscar Wilde, aujourd'hui protégé derrière une vitrine, a lui longtemps croulé sous les traces de baisers. Il a fallu des mois pour les effacer. Et le gisant du journaliste Victor Noir, sculpté avec une rigidité cadavérique bien placée et l'objet de caresses bien placé. De quoi ne pas rester de marbre. Et à la fin de votre balade, vous serez sûrement du même avis que cette épitaphe, gravée sur une des stèles du Père-Lachaise. Finalement, nous ne regretterons pas d'être venus.